Le pied douloureux, épisodique ou chronique, est de loin le motif de consultation le plus courant dans nos cabinets. Ces douleurs sont plus fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant, et par ailleurs, la population féminine est plus touchée que son homologue masculine, en raison d'un chaussage souvent trop étroit et trop agressif. Comme tout examen clinique, celui du pied douloureux sera basé sur la trilogie classique: interrogatoire, inspection, palpation. Nous ne parlerons dans ce vidéogramme que des affections courantes d'origine mécanique. Certaines d'entre elles sont de diagnostic évident, d'autres déroutent souvent le praticien non habitué à leur symptomatologie particulière. Le pied douloureux évoluant au sein d'une affection plus étendue telle que rhumatismale, neurologique, vasculaire, troubles du métabolisme, etc., sera volontairement exclu de notre propos. Sachons simplement que les troubles liés à une maladie générale peuvent être exacerbés par d'éventuels problèmes mécaniques locaux qu'il faudra bien sûr prendre en compte. Ainsi, dans les affections mécaniques courantes, l'interrogatoire, l'inspection et la palpation font-ils souvent le diagnostic. Les examens complémentaires, imagerie, biologie, viendront éventuellement compléter la clinique pour lever un doute ou rechercher une autre cause face à un tableau clinique quelque peu suspect. Les métatarsalgies d'appui sont dans la grande majorité des cas révélées par une hyperkératose réactionnelle d'origine mécanique. Cette hyperkératose traduit l'excès d'appui en regard de la tête métatarsienne ou des têtes métatarsiennes correspondantes. Dans le cas d'une hyperkératose, le diagnostic est donc évident. L'interrogatoire fera malgré tout préciser le caractère mécanique de la douleur. On pensera à faire éventuellement le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies voisines telles que notamment la maladie de Morton. L'hyperkératose, la douleur à l'appui, le contexte clinique peuvent être très variables. Il peut s'agir de métatarsalgie mineure, n'apparaissant qu'à la marche ou piétinement prolongé. A l'inverse, certaines surcharges fonctionnelles peuvent engendrer des hyperkératoses hyperalgiques dès la mise en charge, imposant un périmètre de marche réduit. À la palpation, on recherchera la douleur sous la tête métatarsienne elle-même. On palpera également l'avant de la tête métatarsienne. La percussion est souvent également un excellent test lorsque le diagnostic est hésitant pour révéler une sensibilité et une surcharge de la tête métatarsienne correspondante. Théoriquement, la percussion d'une tête métatarsienne reste strictement indolore. En cas de surcharge fonctionnelle, celle-ci devient douloureuse à la percussion. Lorsqu'il y a une hyperkératose de surcharge relativement modérée et discrète comme celle que vous pouvez voir, avec des douleurs relativement peu importantes à la marche, un simple appui rétrocapital doit être suffisant pour assurer le soulagement. En cas d'hyperkératose localisée, on préférera l'appui rétrocapital médian qui agira de façon plus élective sur la zone douloureuse, la barre rétrocapitale étant réservée aux hyperkératoses touchant l'ensemble des 5 têtes métatarsiennes. Cette barre rétrocapitale étant un peu plus encombrante dans la chaussure. Si cet appui rétrocapital se révèle insuffisant pour soulager nos patients, ou si les métatarsalgies sont importantes à la marche et hyperalgiques, il faudra d'emblée opter pour des éléments sous-capitaux.
Le principe des éléments sous-capitaux, rappelons-le, est de redonner un appui sous les têtes métatarsiennes qui ne présentent ni douleur ni hyperkératose. Donc dans le cas présent, nous pourrions utiliser des éléments sous-capitaux sous la première tête, la deuxième tête et la cinquième tête, dans la mesure où la troisième et la quatrième tête sont le siège de la surcharge fonctionnelle. On réalise donc un enclavement avec un couloir de dépression qui isole partiellement l'appui. La hauteur est limitée à 2 mm, permettant un encombrement minimal dans la chaussure avec une efficacité maximale. Dans les cas particulièrement rebelles ou particulièrement douloureux, on pourra opter pour des éléments sous-capitaux d'une hauteur de 3 mm. On adjoindra, associé aux éléments sous-capitaux, un appui rétrocapital médian, assurant également la décharge et le soutien au niveau du col des métatarsiens. Métatarsalgie par surcharge fonctionnelle sur avant-pied rond avec hyperkératose réactionnelle douloureuse sous les deuxième, troisième, quatrième têtes métatarsiennes. Dans le cas présent, en raison du caractère hyperalgique des métatarsalgies, il faut opter pour des éléments sous-capitaux sous les têtes métatarsiennes extrêmes. Les éléments sous-capitaux placés sous les têtes métatarsiennes extrêmes, première tête, cinquième tête, permettront de redonner un appui préférentiel sur ces têtes extrêmes, déchargeant d'autant les têtes métatarsiennes médianes. Autre source fréquente de métatarsalgie par surcharge fonctionnelle, l'atrophie du capiton plantaire. Voici un pied présentant une atrophie tout à fait typique et caractéristique. La peau est particulièrement fine en regard des appuis métatarsiens. La palpation révèle d'emblée le plan osseux. L'absence de coussinets amortisseurs fait qu'on obtient facilement des hyperpressions sur les têtes métatarsiennes. Viennent se mêler sur cette atrophie du capiton plantaire des hyperkératoses. C'est plus l'atrophie du capiton plantaire elle-même qui est à l'origine de la douleur que les hyperkératoses, la plupart du temps peu marquées. Dans ces cas particuliers de surcharge globale de l'avant-pied, l'élément de base de l'orthèse sera constitué d'une barre rétrocapitale prenant sa limite antérieure juste en arrière des têtes métatarsiennes. Elle sera réalisée dans un matériau souple et non traumatisant. Voici un autre cas de métatarsalgie fonctionnelle par surcharge des têtes métatarsiennes avec atrophie du capiton plantaire. L'orthèse sera ici constituée d'éléments sous-capitaux sous les têtes métatarsiennes médianes 2, 3, 4, de façon à isoler le plus possible l'appui douloureux sous M5, sous M1. Dans le cas présent, nous avons également opté pour un élément sous-diaphysaire se plaçant au niveau du gros orteil, juste en arrière de la lésion de surcharge sur la face plantaire de l'articulation P1-P2. Voici un sujet présentant
des métatarsalgies d'appui particulièrement sévères. On constatera la saillie des têtes métatarsiennes à travers l'épaisseur du capiton plantaire, celui-ci étant de surcroît atrophié. On notera sous la deuxième tête métatarsienne du pied droit l'importante hyperkératose réactionnelle. Même remarque à gauche, avec sous la quatrième tête métatarsienne la présence d'un micro-hématome sous-cutané, témoignant, s'il en était besoin, du stress permanent que subit le capiton plantaire. Pour bien comprendre le mécanisme, la symptomatologie et le traitement des syndromes douloureux intermétatarsiens, un bref rappel anatomique s'impose. L'espace intermétatarsien se divise en deux étages, plantaire, dorsal. L'étage plantaire, sorte de canal fibreux, est limité en haut par le ligament transverse profond et en bas par le ligament transverse superficiel. Cette région est le lieu de passage de nombreux éléments tendineux, tendons fléchisseurs des orteils, figurés en vert, tendons lombrical, des vaisseaux, et surtout, ce qui nous intéressera tout particulièrement, passage du nerf digital, ici en rouge, résultant de la division du nerf plantaire correspondant. Venant de la face plantaire, le nerf digital, figuré ici en rouge, se dirige ensuite vers le haut, en passant par un orifice inextensible, limité en arrière par le ligament transverse profond et en avant par le ligament interdigital. L'étage supérieur contient entre autres les bourses intercapito-métatarsiennes, bourses séreuses de glissement favorisant les mouvements de clavier entre les têtes des métatarsiens en fonction des inégalités du terrain de marche. Ces bourses séreuses sont plus volumineuses et de siège plus antérieur au niveau des deuxième et troisième espaces intermétatarsiens. Leur inflammation peut alors se traduire sous deux aspects cliniques. On peut avoir affaire à une symptomatologie strictement inflammatoire, représentée essentiellement par une douleur et une distension de l'espace intermétatarsien, avec parfois une divergence visible des orteils. Par contre, si la distension et l'inflammation sont trop importantes, le nerf digital, comprimé par l'augmentation de volume de la bourse séreuse, sera à l'origine de névralgies violentes avec une symptomatologie de type syndrome de Morton. Écoutons la description très évocatrice qu'en fait une de nos patientes. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas si j'ai mal ce doigt ou ce doigt. Lequel? Celui-ci? Celui-là ou l'autre. Ou celui-ci? Oui. Vous ressentez des douleurs dans les doigts? Oui. Des fois, je me mets à pleurer, tellement que ça me fait mal. Alors, cette patiente nous a dit également
quelque chose qui est très symptomatique et très caractéristique. Parlez-nous de... C'est ça, quand j'ai vu que mes doigts ils se sont écartés. Cet écartement des deux orteils est effectivement très symptomatique de l'affection en question et nous le verrons beaucoup mieux en chaque. La divergence des deuxième et des troisième orteils. Divergence ici très nette et très caractéristique. On peut comparer avec le pied gauche qui ne présente pas du tout cette même divergence. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Vous venez de me dire, madame je sens, on dirait des fourmis, j'ai dans le pied. Voilà. Alors vous voyez toute cette symptomatologie, a priori, qui peut paraître un peu confuse lorsqu'elle est décrite par le patient, en fait évoque tout à fait bien une compression du nerf interdigital. Nous allons palper l'espace intermétatarsien. Est-ce que ça fait mal quand j'appuie là, madame? Non. Ah oui, oui. Ici, ça fait mal. Ça fait mal en bas. Ah, ça fait mal dessous. Oui, en dessous, pas... Et quand j'appuie comme ça, est-ce que la douleur se propage au bout des orteils ou pas? Non, je crois pas. Non, bon, je vais être un petit peu méchant encore avec votre pied. Oui, oui, oui. Ouais, Oui, ça fait très mal là-bas. Alors là, nous palpons exactement au niveau de l'espace intermétatarsien et nous allons par sécurité palper les interphalangiennes, enfin les métatarsophalangiennes plus exactement dorsales. Ça fait mal, ça ou pas? À peine, c'est parce que vous appuyez. Oui, mais moins que tout à l'heure. Hein. Ah oui, oui. Donc, nous allons donc palper la face plantaire à la recherche de ce névrome. Oui. Voilà, donc très caractéristique ici. La symptomatologie décrite par cette patiente fait tout de suite penser à une pathologie de compression du nerf intermétatarsien. La palpation de l'espace correspondant en dorsale et en plantaire déclenche une vive douleur et confirme donc le diagnostic. L'orthèse plantaire aura pour but de décharger la zone douloureuse des deuxième et troisième têtes métatarsiennes, tout en décomprimant, en l'écartant quelque peu, l'espace intermétatarsien. Deux options sont possibles. Un simple ARC de 8 à 10 mm de hauteur axé en regard de l'espace intermétatarsien pathologique. Ou bien une exclusion d'appui des deuxième et troisième têtes métatarsiennes associée à un ARC qui ouvrira, comme précédemment, quelque peu l'espace intermétatarsien. Les résultats sont parfois spectaculaires avec le seul traitement orthétique. En cas d'échec, les infiltrations sont nécessaires pour faire céder l'inflammation de la bourse séreuse. Le névrome plantaire siège typiquement dans le troisième espace intermétatarsien, au niveau de l'anastomose du nerf plantaire interne et du nerf plantaire externe. Deux rameaux partent ensuite vers les orteils pour assurer la sensibilité de la face plantaire des quatrième et troisième orteils. Le diagnostic de cette affection est essentiellement clinique, basé sur l'interrogatoire et la douleur qui présente des caractères très particuliers et très spécifiques à cette affection. Cette douleur est violente, souvent accompagnée de paresthésie digitale et comparée par le malade à une sensation de décharge électrique, un clou dans la chaussure ou un coup de couteau. Elle survient brutalement de façon imprévisible. Totalement apériodique, la crise dure de quelques secondes à quelques minutes. La palpation pourra s'effectuer de plusieurs manières. On pourra, au niveau du névrome lui-même en plantaire, le comprimer comme ceci, localement entre les deux têtes, pour déclencher la douleur. On peut retrouver parfois le signe dit de la sonnette, c'est-à-dire que la compression du névrome au niveau du troisième espace interméta déclenche à distance une douleur irradiante dans les orteils. Si le signe de la sonnette est positif, bien évidemment sa valeur diagnostique est tout à fait importante et confirme sans hésitation le névrome plantaire. La palpation en dorsale du troisième espace intermétatarsien peut également parfois réveiller la douleur. Troisième possibilité à la recherche de la douleur déclenchée, eh bien, on associe les deux modes de palpation précédemment décrits.
compression directe en plantaire du névrome et compression du contenu de l'espace intermétatarsien, donc palpé bidigital. Le traitement orthétique reposera sur l'indication d'un appui rétrocapital médian réalisé dans une mousse suffisamment ferme dont le sommet se situera à l'aplomb du troisième espace intermétatarsien. Hauteur minimale 8-9 mm si l'on veut obtenir la décompression et l'ouverture de l'espace intermétatarsien. On a affaire chez la femme encore jeune à un hallux valgus débutant. La déformation est peu marquée, l'exostose est discrète. Les phénomènes douloureux peuvent être de deux ordres, soit un conflit de l'exostose avec la chaussure, nettement identifiable avec présence d'une rougeur cutanée locale, mais le plus fréquemment, il existe des douleurs périarticulaires tout à fait caractéristiques. Ces douleurs périarticulaires sont bien retrouvées à la palpation, comme ceci, de préférence sur l'interligne dorsale. Le traitement est simple à ce stade. Il faut la plupart du temps, bien sûr, isoler l'exostose du frottement de la chaussure, c'est l'indication de l'orthoplastie, voire éventuellement poser l'indication d'un écarteur d'orteil en silicone. À la phase d'état, le diagnostic est évident. La douleur est d'origine conflictuelle entre l'exostose d'une part et la chaussure d'autre part. C'est l'indication de l'orthoplastie de protection. Pour mémoire, citons l'angulation du cinquième rayon, homologue du côté externe de l'hallux valgus. Cet enraidissement se caractérise par des douleurs donc siégeant au niveau, ou plus exactement dans l'interligne métatarso-phalangien du premier rayon. Ces douleurs sont retrouvées au palpé en dorsal au niveau de l'interligne, de préférence en forçant le gros orteil en flexion plantaire. Et on palpe à ce niveau-là. C'est pas du tout agréable. Non. Ici, Oui. là aussi, voilà. La flexion plantaire se révélera rapidement douloureuse. L'hallux rigidus à la phase d'état. Le diagnostic clinique est évident. On constate une première tête métatarsienne totalement exubérante et hypertrophiée. On fera bien la différence avec l'exostose de l'hallux valgus qui se trouve strictement en latéral interne. Dans le cas d'un hallux rigidus, cette exostose est également dorsale, nettement perceptible tant visuellement qu'à la palpation. Dans les formes évoluées, on peut également sentir les ostéophytes dans l'espace intermétatarsien. La vue en profil interne montre l'ostéophytose dorsale faisant nettement saillie sur l'articulation métatarso-phalangienne. La confusion avec l'exostose de l'hallux valgus est difficilement possible. D'autant qu'en vue de face, il n'existe pas d'angulation particulièrement marquée entre le gros orteil et son premier rayon. L'examen clinique naturellement confirmera le diagnostic par une mobilisation de la première métatarso-phalangienne qui se révèle dans le cas présent pratiquement totalement enraidie. L'orthèse plantaire aura pour but de décharger l'articulation arthrosique. Un élément rétrocapital sera indiqué dans les formes mineures, hémicoupole interne antériorisée par exemple,
ou ARC interne d'un plus faible encombrement. Dans les formes majeures, il faut compléter l'orthèse par des éléments sous-capitaux médians. Un élément sous-diaphysaire du gros orteil pourra être indiqué, surtout s'il existe une pathologie de surcharge de sa face plantaire. Pour leur palpation, nous allons positionner comme ceci le gros orteil en flexion dorsale forcée, de façon à tirer les plans des sésamoïdes sur la tête métatarsienne pour pouvoir offrir un plan de contre-résistance dur permettant une palpation plus facile. La palpation des sésamoïdes se fera avec un doigt replié qui viendra rechercher point par point une éventuelle douleur retrouvée, généralement assez vive. On explore en dedans, comme ici le sésamoïde interne. On fera la même opération pour le sésamoïde externe. L'orthèse plantaire est strictement identique à celle qui a été décrite pour la luxe rigidus. La mise au repos des sésamoïdes se fera par un élément rétrocapital dans les formes mineures, hémicoupole interne antériorisée ou ARC interne. Dans les formes majeures, il faudra compléter l'orthèse par des éléments sous-capitaux médians, associés ou non à un élément sous-diaphysaire du gros orteil. C'est un patient qui vient consulter pour une douleur en règle importante située au niveau de la deuxième métatarsophalangienne dorsale. Ce syndrome évolue fréquemment sur un hallux valgus. Il annonce la luxation statique du deuxième orteil et l'évolution à plus ou moins long terme vers l'avant-pied triangulaire. L'aspect caractéristique est le suivant. Deuxième orteil légèrement en griffe, perte de l'appui pulpaire, on pourra comparer avec le pied gauche, griffe de l'orteil, discrète subluxation en phase de début de l'articulation métatarsophalangienne. La douleur est déclenchée par la pression ponctuelle de la deuxième articulation métatarsophalangienne. On peut constater parfois un œdème discret à la base de l'orteil qui apparaît comme quelque peu empâté. En palpant le long du métatarsien et de l'orteil, on pourra percevoir comme une sorte de dénivellation témoignant de la subluxation de l'articulation métatarsophalangienne. L'orthèse plantaire visera à décharger la deuxième tête et l'articulation métatarsophalangienne correspondante par éléments sous-capitaux et appui rétrocapital médian assez haut. Ces douleurs inflammatoires périarticulaires, capsules, tendons, sont souvent rebelles et traînantes. Les infiltrations sont à éviter car elles accélèrent souvent la luxation de l'orteil. Cette rubrique est essentiellement dominée par les lésions hyperkératosiques d'origine conflictuelle. Le diagnostic est évident, il est déjà fait par le patient. Leur siège est variable. Interphalangienne dorsale P1, P2, P2, P3, pulpaire ou interdigitale. Si certaines lésions hyperkératosiques sont le fait d'un chaussage trop étroit, il n'en est pas toujours ainsi. En effet, certaines déformations
deviennent quasiment incompatibles avec une chaussure de série et rendent la marche très pénible. Cantodactylie ou griffe congénitale du deuxième orteil. Luxation statique du deuxième orteil sur avant-pied triangulaire. Séquelles chirurgicales. Déformation sévère évoluant dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde. Outre les soins pédicuraux, les orthèses silicones de protection offrent une solution de choix face à ces problèmes apparemment mineurs mais relativement invalidants. En cas d'échec, la chirurgie trouvera son indication.